Alors je vais vous dire un truc qui va peut-être, je dis bien peut-être, vous déprimer. Hier, les marchés ont fait exactement, mais alors exactement la même chose que la semaine dernière, et celle d'avant, et celle d'avant, et peut-être même bien celle d'encore avant. Vendredi soir, panique, tech massacré, tout le monde se dit « Ouh là là, cette fois c'est super grave ». Ce week-end c'était pire parce que les mêmes gars qui signent des accords de paix une semaine sur deux au Burgenstock ont passé le week-end à se tirer dessus aux missiles balistiques. Nouveau sport assez populaire dans les élites de la planète, ce qui rendait donc la situation de vendredi encore plus grave. Et lundi matin, abracadabra, Trump tweet 3 mots et bam, record historique sur le Dow Jones. Alors si vous trouvez ça normal, je crois qu'on a un problème, vous et moi. Et pendant qu'on s'amuse avec ce yo-yo géopolitique, il y a une devise, une seule, qui vient de tomber à son plus bas niveau depuis 40 ans. Et presque personne n'en parle. On va quand même corriger ça ce matin. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 30 juin 2026. Je suis avec vous depuis Ottawa et nous sommes très loin dans votre nuit et c'est le dernier jour du semestre. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Mais bon, entre vous et moi, on s'en fout un petit peu du dernier jour du semestre, du trimestre et du mois de juin aujourd'hui parce qu'il se passe des trucs beaucoup plus intéressants en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Wall Street est devenu littéralement otage d'un compte trousse social, pourquoi le yen japonais est en train de devenir le sujet le plus sous-estimé de l'année et comment Taïwan vient de choper des gens en train de faire passer des puces Nvidia en contrebande. Alors, le jour de la marmotte, vous connaissez le film, le type se réveille et c'est toujours le même jour qui se répète encore et encore et encore. Et il ne pourra s'en sortir qu'en réalisant la journée parfaite. Eh bien, félicitations, aujourd'hui je vous annonce que vous vivez maintenant dans ce film. Sauf que le réveil c'est CNBC et que la météo c'est la géopolitique. Et je peux aussi vous garantir qu'on est loin, mais alors très loin, de la journée parfaite. Vendredi soir, le marché a fermé donc dans la douleur. La tech vient de se faire dérouiller, 5 séances de suite quasiment. Le Nasdaq encaisse une sale semaine et tout le monde se dit la même chose. Bon, cette fois, ça sent vraiment pas bon. Et puis le week-end arrive. Et comme d'habitude depuis 3 mois maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant le week-end ? Qu'est-ce qui se passe pendant le week-end ? Eh bien, l'Iran et les États-Unis profitent que le marché soit fermé pour reprendre, se refoutre des coups dans la gueule sans arrêt. Frappe, missiles, tension dans le détroit d'Ormuz. Le cessez-le-feu, lui, évidemment, il s'est cassé en vacances. On lui marche allègrement sur la figure et soudainement, plus personne ne parle de paix dans le meilleur des mondes. Trump parle même d'éradication, de destruction massive, et on le voit la bave aux lèvres sur Fox News tellement il est énervé et foudrage. Pendant ce temps, dans un monde parallèle, ces mêmes belligérants pourraient littéralement aller se voir à Lucerne, dans une suite à 5 étoiles et 4000 balles la nuit, et régler ça en restant civilisés autour d'un bon repas. Mais non, on préfère les missiles, c'est beaucoup plus drôle. Et puis surtout, on préfère négocier le lundi, ou en tout cas promettre de négocier le lundi. On a pris l'habitude, c'est comme ça. Oui, parce que le lundi matin, tout le monde s'attend à ce que ça reparte en vrille. Avec ce qui s'est passé durant le week-end, c'est plutôt logique. Vous êtes d'accord avec moi ? Des frappes croisées dans le détroit d'Ormuz, le détroit le plus stratégique du monde, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un signal d'achat. Et pourtant, le clown de la Maison-Blanche ressort un lapin de son chapeau et Trump annonce « L'Iran a demandé une réunion et ça se passera mardi à Doha ». Et bam, là encore, la magie fonctionne, le marché se retourne instantanément. On appelle ça maintenant, ça a un terme, oui, on appelle ça maintenant l'axios-put. Vous savez ce que c'est un put en bourse, hein ? C'est une assurance contre la baisse. Et bien là, l'assurance, c'est littéralement une dépêche de presse qui tombe au bon moment pour calmer le jeu. Vendredi, ça chauffe, le dimanche soir, miraculeusement, tout s'est calmé, sauf que, et c'est là que ça devient hilarant, l'Iran, eux, sont toujours en train de démentir officiellement avoir accepté quoi que ce soit à quelque niveau que ce soit. Mais peu importe. Le marché, il a déjà acheté l'histoire avant même qu'elle soit confirmée.
Oui, parce qu'on le sait tous, hein, Trump ne dit que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Résultat de cette pièce de théâtre comique ou tragicomique, le Dow Jones clôture au-dessus des 52 000 points pour la première fois de l'histoire. 18e record de l'année, porté notamment par Caterpillar. Oui, les bulldozers font monter Wall Street en 2026 parce qu'on aura besoin de bulldozers pour reconstruire l'Iran. Le S&P prend 1,2%, le Nasdaq s'envole de 2,1% et efface en une seule séance une bonne partie de la purge de la semaine dernière. On rachète frénétiquement tout ce qu'on a vendu vendredi en pleine panique. J'ai nommé les Mag 7. Oui, c'est ça le mouvement perpétuel du marché en 2026. On vend la peur le vendredi, on rachète l'espoir le lundi. Et entre les deux, plus personne ne se demande si quelque chose a réellement changé sur le fond. On notera quand même que le pétrole, lui, il est nettement moins naïf. Le Brent, lui, il traite toujours autour des 73, 74 $, proche des niveaux d'avant-guerre, mais il s'effondre pas non plus, comme s'il gardait un œil méfiant sur la capacité de Tonton Donald à garder son calme plus de 48 heures. Bon, maintenant, il faut oublier le Dow Jones juste 2 minutes, parce que pendant que tout le monde s'extasie sur des records, il se passe un truc en silence, ou en quasi-silence, qui devrait, à mon sens, nous inquiéter un petit peu plus quand même. Le yen japonais, vient de tomber à son plus bas niveau depuis 1986. 1986, on parle de 162 yens pour $1, du jamais vu depuis 40 ans. Non, c'est pas un détail de cambiste obsessionnel dans une salle de marché à Tokyo, c'est potentiellement la mèche d'un baril de poudre beaucoup plus important que ça. Pourquoi c'est important ? Je vais vous l'expliquer simplement parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Depuis des années, le yen faible, c'est le carburant numéro 1 d'un mécanisme qu'on appelle le carry trade mondial. Le principe, on emprunte des yens à des taux quasi nuls au Japon, même si la Banque du Japon vient de remonter les taux à 1%, le plus haut niveau depuis 30 ans, ça reste minuscule, et on va replacer cet argent ailleurs, dans des actifs qui rapportent beaucoup plus. Des actions américaines, des obligations et bien sûr de l'intelligence artificielle. N'importe quoi pourvu que ça rapporte plus que, 1%. Tant que le yen reste faible et stable, cette mécanique tourne tranquillement. Elle alimente discrètement en arrière-plan une bonne partie de la liquidité qui pousse vos indices, nos indices préférés, vers de nouveaux records chaque jour et chaque semaine. Le problème, c'est que quand le yen plonge trop vite ou trop loin, ça devient un sujet de panique nationale à Tokyo et historiquement, ce genre de faiblesse extrême finit toujours par déclencher une intervention. La ministre des Finances japonaise, Madame Satsuki Katayama, a déjà prévenu cette semaine qu'elle était prête à une action décisive. Sympa la formule, mais on connaît la chanson. Chaque fois qu'ils sont intervenus ces derniers temps, ça n'a servi strictement à rien. Et là, je vais simplement vous remémorer une petite histoire. Souvenez-vous d'août 2024. Le Japon avait remonté ses taux d'un cran, à peine un cran. Et ça avait suffi à déclencher un débouclage brutal et soudain du carry trade japonais. En quelques heures, les marchés mondiaux avaient dévissé, une routine de cambistes transformée du jour au lendemain en panique systémique généralisée. On n'y est pas encore aujourd'hui, mais plus le yen va continuer de s'affaiblir sans qu'on touche à rien, plus le ressort va se tendre. Et plus la correction, le jour où elle arrivera, parce qu'elle arrivera, elle risque d'être violente. Et elle touchera absolument tout ce qui a été acheté à crédit ces derniers mois. Donc gardez un œil dessus, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas pour aujourd'hui, mais pour le jour où personne, absolument personne, ne s'y attendra. Bon, on change rapidement de pays et on va direction la Chine. Les chiffres manufacturiers chinois de juin sont sortis un peu meilleurs qu'attendu. Le PMI officiel grimpe à 50,3 contre 50,1, qui était attendu, porté essentiellement pour une demande mondiale insatiable pour tout ce qui touche à la high-tech et à l'intelligence artificielle. On connaît l'histoire. Sauf que c'est toujours pareil avec la Chine. L'image complète est beaucoup plus à deux vitesses qu'il n'y paraît. Les exportations tiennent bon, notamment parce que les importateurs américains se précipitent pour avancer leurs commandes avant l'expiration d'une taxe en juillet, mais la consommation domestique chinoise, elle est clairement à la peine. Les ventes au détail ont reculé en mai pour la première fois en 3 ans, et les prix de l'immobilier neuf continuent de se péter la gueule. Bank of America parle d'une économie en K qui se creuse de plus en plus. D'un côté, vous avez l'IA et les renouvelables qui cartonnent. De l'autre, le consommateur chinois moyen qui serre les dents et qui pagaille dans tous les sens. Et vous savez quoi ? C'est exactement, mais alors exactement, le même schéma qu'on voit partout dans le monde en ce moment. Réfléchissez-y un peu.
Tant qu'il y a écrit IA sur l'étiquette, tout va bien. Le reste de l'économie, lui, il peut crever en silence dans son coin, tout le monde s'en fout. Deux histoires d'entreprises maintenant qui valent quand même le détour avant de conclure. La première, c'est SpaceX, la fusée d'Elon qui vient d'intégrer le Russell 1000 vendredi après la clôture et elle rejoindra le Nasdaq 100 le 7 juillet. Et pourtant, accrochez-vous parce que malgré cette entrée dans le grand monde des indices largement magouillés, malgré Elon Musk qui balance sur X qu'il serait déçu si SpaceX ne dépassait pas largement les 100 milliards de revenus prévus pour 2028, le titre ne progresse que de 1,4% lundi, alors que tout le reste de la tech s'envole de 2 à 7%. Pourquoi ? La raison est presque comique. Il n'y a tout simplement pas assez d'actions disponibles dans le marché. À peine 86 millions sur plus de 13 milliards de titres en circulation. Du coup, l'effet indiciel, celui qui devrait normalement faire exploser le titre, ne peut juste pas se produire et ne peut pas produire son habituel feu d'artifice. Ces indices sont pondérés selon le flottant. Seules les actions réellement disponibles pour les investisseurs comptent, pas les participations verrouillées des fondateurs ou des États. Moralité, même la licorne la plus excitante du moment se cogne parfois contre la plomberie ennuyeuse de la finance de marché. SpaceX vaut quand même aujourd'hui environ 2000 milliards de dollars. C'est pas mal pour une boîte qui envoie des fusées dans l'espace et qui ira sur Mars un jour. Deuxième histoire, beaucoup moins glamour, mais tout aussi révélatrice de l'époque. Taïwan, hier, a perquisitionné les bureaux de Supermicro Computer. La raison ? Une enquête sur un possible trafic de puces Nvidia vers la Chine via les serveurs de la société. 6 domiciles fouillés, 3 sociétés affiliées sont visées et le titre qui dévissait de quasiment 9% avant de récupérer un petit peu en clôture un tout petit peu de terrain. C'est la toute première action policière de ce genre à Taïwan sur le sujet des puces IA. Et Taipei envisagerait même d'en faire un délit pénal pur et simple. Traduction ? Derrière la grande fête de l'intelligence artificielle, derrière les valorisations qui montent au ciel, il y a aussi tout un marché gris qui essaye de fourguer du Nvidia à la Chine en passant par la fenêtre puisque la porte est verrouillée par les sanctions américaines. L'IA fait rêver tout le monde, y compris visiblement quelques trafiquants prêts à prendre des risques pour beaucoup plus que quelques dollars. Et cette fois, comme par hasard, ça tombe encore une fois sur Supermicro qu'on accuse de magouille. Bon, on va résumer grosso modo où on en est pour ce mardi matin. On a donc un Dow Jones qui a battu des records au-dessus des 52 000 points, porté par un tweet et des bulldozers, un Nasdaq qui efface en une séance la purge de toute une semaine, un yen qui vient de toucher un plus bas de 40 ans et qui commence à faire grincer sérieusement le carry trade qui finance une bonne partie de ce rallye actuel, une Chine qui avance d'un pied et qui recule de l'autre, et un trafic de puces IA qui se fait choper à Taïwan pendant que tout le monde regarde ailleurs en mode record historique. Et au milieu de tout ça, il y a Trump qui demande aux pompistes américains de baisser leur prix immédiatement, je cite, sur Truth Social, parce qu'apparemment c'est comme ça que fonctionne la politique énergétique des États-Unis en 2026. On vit donc dans un monde où le marché monte sur l'espoir d'une paix qui n'est jamais vraiment signée, qui n'est jamais vraiment arrivée, où une devise s'effondre dans l'indifférence quasi générale, et où la seule certitude que l'on ait, c'est qu'on va rejouer exactement ce même cirque vendredi soir et lundi matin. Même heure, même chaîne, même endroit. Jeudi, on aura les non-farm payrolls aux États-Unis et avec tout ce que je viens de vous raconter, je ne suis même plus certain que ça suffira à faire bouger grand-chose. Parce qu'on sait très bien que Trump va tweeter ce week-end et que toutes les décisions prises en fin de semaine seront remises en question dès lundi matin prochain. Comme disait l'autre, on vit tout simplement dans une époque formidable. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? On like, on commente, on partage, on s'abonne et on active la cloche pour ne rien rater de ce qui arrive et ce qui arrivera, c'est mercredi matin pour entamer le trimestre. Alors moi, je vais me coucher pendant que vous allez vous lever et on se voit demain. Allez, bye bye depuis Ottawa. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.